Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue à notre émission. Nous sommes face à nos deux invités, comme d'habitude. Je commence par ma droite, Iboussi, bonjour. Bonjour Moussa. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Et ce week-end, ça se passe bien? Oui, ça va pour l'instant. Ah, ok. Lamine, bonjour. Bonjour M. Konaté. Ça va. Bonjour aussi à tous nos internautes. Une fois de plus, c'est un honneur de partager le plateau avec Iboussi. Le grand Koro, comme on le dit, le grand frère. Ibou, rapidement, nous allons commencer avec vous. L'État malien avec Barrick Gold, l'État malien réclame 300 à 600 milliards. Certaines sources évoquent cela. Voilà, 2 milliards afin de compenser ce non-paiement. Pourquoi? Bon, c'est vrai qu'on a appris dans la presse, parce que l'État malien n'a pas parlé dessus. Je crois que souvent l'État malien ne parle pas trop des histoires d'argent. L'État n'a pas communiqué dessus. Ni Barrick Gold d'ailleurs. Barrick Gold aussi, on ne les a pas entendus parler dessus. Mais c'est dans la presse. Dans la presse, on a entendu que l'État reproche à Barrick Gold entre 300 milliards de francs CFA et 500 milliards de francs CFA. Et semblerait-il que c'est pour non-paiement des impôts et des dividendes. Les dividendes, parce que l'État est en principe actionnaire à Barrick Gold. Parce que quand quelqu'un prétend avoir des dividendes auprès d'une structure, c'est que tu es actionnaire forcément. Si tu n'es pas actionnaire, tu ne peux pas prétendre avoir des dividendes. Et donc, les dividendes et des impôts, il paraît que c'est la somme de tout ceci qui fait entre 300 et 500 milliards de francs CFA. Et il paraît que l'État réclame cela. Et d'après la presse que j'ai eu à consulter, les journaux que j'ai eu à consulter, Barrick Gold aurait dit que bon, c'est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le feu. Ils se sont déjà entendus avec l'État malien. Je me suis dit, bah, tant mieux, s'ils s'entendent, tant mieux, quoi. Lamine, nous savons que le Mali a révisé son code minier. Et le nouveau code minier oblige à ces sociétés minières de pouvoir payer. Alors, nous avons appris que les autres sociétés minières ont accepté, mais c'est Barrick Gold qui était un peu réticent. Peut-être Barrick Gold a misé sur je dirais pas le poids qu'il a dans le secteur de minier, dans le monde d'abord et surtout aussi au Mali. Mais je pense que c'est déjà une bonne chose, c'est que l'État tient à faire appliquer les décisions qui ont été prises, qui par la suite ont été transformées en loi. Et quand la loi est prise, déjà, elle s'applique sur tous ceux qui sont dans le secteur précis que la loi gère. Donc c'est dans ce cadre-là que Barrick Gold avec l'État malien, il y a eu des tohu-bohi, mais finalement, s'il y a eu déjà un compromis, je vais dire comme ça, parce que selon ce qui est relaté par la presse, c'est un compromis, parce que l'argent n'est pas d'abord totalement payé, mais voilà, le compromis c'est qu'on accepte de payer, mais peut-être par la suite on va voir comment est-ce que nous allons payer. Parce qu'avant, si vous essayez de voir, le secteur minier du Mali était l'un des secteurs où il y avait, la fiscalité n'était pas contrôlée. En fait, il y avait beaucoup de fuites sur le plan de la fiscalité. Surtout que, imagine que l'or est extrait au Mali, mais l'or est vendu à Dubaï, par exemple. Et c'est là-bas le devise reste, c'est là-bas l'argent reste. Et à Dubaï, l'État ne sait même pas combien a été payé. Et souvent, quand on regarde les rapports, souvent tu vas voir qu'il y a des différences de 200, 700 milliards sur le prix de l'or. Donc c'est l'État malien qui perd. D'où la révision de l'ancien code minier récemment qui a été faite. Je pense qu'il y a quelques mois de cela, ça ne vaut pas un an d'abord. L'État a voulu maintenant sauvegarder la part de l'État. Parce que quand il y a des sociétés qui viennent chez toi, c'est vrai, ça crée du travail, ça booste l'économie. Mais il faudrait que cette économie, ce boost-là, puisse profiter aussi à l'État et puisse profiter aussi aux citoyens. Par exemple, à Kenyeba, quand vous allez à Kenyeba, à Sadioula, il y a des mines d'or là-bas. Partout, il y a des mines d'or, mais quand vous partez là-bas et que vous voyez l'état de ces villes-là, vous vous demandez, mais à quoi servent toutes ces mines-là? Parce qu'avant, les mines d'or, c'était devenu un business entre les cadres, les grands surtout. C'est eux qui prenaient la part du peuple. Maintenant, le nouveau code minier est venu changer beaucoup de choses par rapport aux comptes offshore qui sont ouverts au niveau de l'extérieur. Maintenant, les sociétés de mines d'or disent c'est quoi ce compte offshore? Le compte offshore, c'est comme moi, je dois aller vendre quelque chose ailleurs. Maintenant, il me faut un compte là-bas qui puisse servir, je parle sous le contrôle de l'EBU qui est scientifique, moi je suis littéraire purement, mais ce que je fais comme recherche, c'est-à-dire c'est un compte qu'on peut ouvrir quelque part. C'est comme, moi, ici, on consomme du CFA. Maintenant, si je dois aller vendre à Dubaï, là-bas, le CFA n'est pas connu. Donc, il faut maintenant ouvrir un compte là où je peux avoir les devises de Dubaï
qui seront échangés contre le CFA que moi j'ai ici. Mais le compte là sera domicilié à partir de Dubaï, vu que l'achat est fait à partir de ce compte là et puis à partir du devise du pays de vente, du pays là où l'achat et la vente s'effectuent. Donc maintenant l'État a demandé à ce que ces comptes là, au lieu que ça soit ouvert ailleurs, il faudrait que ces comptes là soient ici. Maintenant les sociétés pensent que maintenant, vu que c'est pour avoir des devises, mais si toutefois le compte n'est pas ici, l'État n'a pas de contrôle ni d'accès à ce compte-là, l'argent de l'or ne servira pas au Mali. C'est-à-dire nous n'allons jamais assister à la réalisation du rêve édicté par Bandao à l'époque. L'or du Mali doit briller, voilà, j'allais dire briller pour les Maliens. Donc maintenant, le code minier, il y a des avancées, mais juste là, on pouvait faire plus encore. Donc pour Barrick Gold, je pense que c'est déjà du passé. Parce que soit tu acceptes les conditions du pays dans lequel tu travailles, soit vous mettez fin au contrat et vous allez chercher ailleurs. Merci beaucoup. Iboussi, Starlink est de nouveau autorisé au Mali. La décision a été prise lors du Conseil des ministres précédent. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à cette nouvelle autorisation? Juste avant de parler de Starlink, j'aimerais préciser, pour compléter la mine, il y a une chose qui est très importante, les devises. Les devises ne doivent pas fuir, ne doivent pas sortir du pays, partir comme ça. Généralement, dans tous les pays miniers, on demande à ce que 40 à 50% des devises là puissent au moins rester sur place dans le pays. Parce que ces devises là, c'est avec ça qu'on tourne. C'est une grosse garantie. Mais si les devises se retrouvent toujours à l'extérieur du pays, notre pays ne va pas en profiter. Et les devises, tout le monde sait que c'est ça qui permet de faire les importations. Lorsque votre pays veut faire des importations, il faut les devises, il faut les dollars, il faut les euros. Mais si à chaque fois que toi, tu viens, tu fais tes bénéfices, et tu vas tout vendre à l'extérieur, toutes les devises restent à l'extérieur du pays, vous partagez cela, nous, notre pays ne bénéficie pas de cela. Je me rappelle qu'il y a un pays, je crois que c'est la RDC, qui avait dans ses textes exigé qu'à peu près 40% des devises puissent quand même rester localement. Voilà, il y a un truc comme ça. Et maintenant, pour revenir c'est Starlink. à Starlink, bon, c'est une chose qui est bien. Starlink, d'abord, pour ceux qui ne savent pas, c'est une constellation de satellites. C'est plusieurs satellites qui sont dans le ciel, qui ont été lancés par Elon Musk, le milliardaire. Et le but de ces satellites-là, c'est pour donner la connexion Internet au monde entier. Et leurs satellites sont en haut et puis ils peuvent donner le réseau Internet à tout le monde. Et c'est extrêmement bien parce que ceux qui l'ont utilisé ont fait savoir que c'est très pratique, c'est bien. Maintenant, après le montant de l'abonnement l'année, je ne sais pas c'est combien, mais j'avais appris 250 000 francs pour un certain nombre de mégabytes, je ne sais pas. Bon, bref, mais quand même, ce que je vais dire, le fait que l'État avait interdit l'utilisation, la vente, l'importation, la commercialisation. Moi, j'ai trouvé ça bien à l'époque parce que je me suis dit que voilà, quand quelqu'un vient comme ça avec des services Internet, voilà, il veut donner l'Internet à la population, c'est bien, c'est gentil, mais il faut que l'État contrôle cela. Il faut que l'État puisse contrôler les utilisateurs. Pourquoi? Oui, c'est clair. Il faut identifier les gens qui utilisent les téléphones, les puces. Il faut identifier les gens qui utilisent la connexion Internet. Parce qu'il y en a qui l'utilisent pour faire du mal. Il y en a qui le font pour du bien. C'est comme le port des armes, le port d'armes. Lorsque il y a des gens qui peuvent importer les armes, les faire venir au pays, mais après, pour posséder une arme, il faut une autorisation spéciale. Il faut quand même que l'État contrôle le flux d'armes qui va circuler dans le pays. Donc la connexion Internet, c'est ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça sert d'arme à certains pour faire des combats, pour faire des guerres, voilà. Et dans tous les pays du monde, il faut que l'État contrôle les opérateurs, les opérateurs, les fournisseurs Internet, fournisseurs téléphoniques et autres. Il faut contrôler cela. Et le fait que l'État, maintenant, à travers l'AMRTP, a quand même égrené un certain nombre de choses, un certain nombre de conditions pour pouvoir importer cela, parce que l'État a levé la suspension pendant 6 mois. Maintenant, les gens peuvent importer, ils peuvent commercialiser, mais il faut respecter les conditions du régulateur. Le régulateur qui est l'AMRTP, qui est chargé maintenant de cela, a égrené, a édicté certains principes, certaines conditions. Et une fois qu'on arrive à respecter cela, tout le monde sera identifié, non seulement par Starlink, mais par l'État malien, avec une homologation. Les gens seront autorisés et les utilisateurs finaux, tous ceux qui vont utiliser le kit Starlink, seront aussi identifiés et c'est très bien. Lamine, malgré cette interdiction de 15 heures, continuer à l'utiliser, l'État malien donne 6 mois pour régulariser la situation. Ben vous savez, la nature a horreur du vide, ça c'est la nature, nous sommes comme ça. C'est-à-dire, s'il y a un secteur qui n'est pas... Les gens, il y avait déjà un certain nombre de personnes qui s'étaient déjà habituées à la connexion de Starlink. Moi, je ne l'ai pas testé, mais à ce que j'ai appris quand même que c'est une connexion qui est vraiment très fluide.
avec les, bon, je ne connais pas les trucs de mégabytes ou bien mégabits, mais quand même ceux qui l'ont utilisé disent que c'est fluide par rapport à ce que nous avons déjà sur place. Donc si cela arrive du fait que les gens sont habitués, même si vous interdisez, une fois que vous interdisez quelque chose, ça pousse, dans la nature humaine, ça pousse les gens à aller vers cette chose et à aller découvrir cette chose. C'est comme ça. C'est comme quand vous dites que ça, c'est pas bien, ça se fait pas, ça pousse les gens. Les gens vont dire, mais pourquoi? Donc, ils vont aller goûter. Si c'est bien, ils vont continuer à les faire. Maintenant, le gouvernement malien, à travers l'ANTP, le régulateur, ont pris la bonne décision parce que s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans un pays et que vous ne savez pas comment c'est arrivé, vous ne savez pas comment les choses se font, en ce moment, il faut prendre le temps d'abord d'interdire, d'appeler ceux qui travaillent sur ces éléments-là et voir aussi dans les pays ceux qui sont chargés de veiller à la bonne marche des choses aussi. Et puis vous vous asseyez, vous réfléchissez. Le régulateur, il a pris son temps, ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon maintenant, nous ne pouvons pas continuer d'interdire parce que même si l'interdiction continue, il y aura toujours des personnes qui sont malveillantes ou des personnes qui ne sont pas malveillantes, mais qui vont profiter de la chose. Maintenant, les règles égrenées, comme il vous vient de le dire, ça va servir d'abord, avant d'avoir un cadre final fixe, de pouvoir travailler avec ces gens-là et que ça peut contribuer aussi à l'économie du Mali. Parce que chaque importation d'un appareil Starlink, ça fait rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Et donc maintenant, il faut maintenant veiller, parce que souvent, il y a un truc au Mali. Souvent, nous avons des très bons textes, juridiquement. Mais souvent, l'application de ces textes-là pose problème. Souvent, une chose est de prendre des textes, une chose est d'égrener des conditions, mais une autre chose aussi est de veiller à l'application de cela. Surtout qu'avec la nouvelle technologie, nous ne sommes pas beaucoup avancés dans ce domaine-là. Le Mali, je dirais, nous sommes trop en retard. Parce que souvent, peut-être quand vous regardez dans la masse, il y a peu qui savent manier ces choses-là. Mais quand même, la décision, elle est très bien, elle est parvenu au bon moment. Maintenant, reste à voir maintenant. Après, nous allons voir ce qui sont comme les conditions. Merci bien. Nous allons passer à une autre thématique. Iboussi, dans une des publications d'un internaute sur Facebook, qui fait référence au cas d'un inspecteur de finances qui détient pas mal de biens faramineux, notamment des bâtiments, des parcelles, de fermes agricoles. Et il s'est focalisé sur le rapport de l'OCLEI, qui est l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, même si on ne détient pas la véracité de cette information? D'accord, c'est vrai que la personne qui l'a publié, on ne sait pas trop si la personne a dit la vérité ou pas, mais je vais toujours rester rapidement sur Starlink, quelque chose qui est important, peut-être à mon avis qu'il ne faut pas qu'on passe. Starlink, c'est important aujourd'hui parce qu'il y a une question à laquelle je m'attendais. C'est aujourd'hui, est-ce que Starlink peut aider le Mali, par exemple, dans sa lutte contre le terrorisme? Voilà. Vous l'avez évoqué parce que vous avez dit que ça va permettre à l'État, de façon globale, à contrôler. Voilà ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Starlink peut faire maintenant? Starlink, avec cette nouvelle collaboration entre l'État malien et Starlink, l'État non seulement pourra savoir exactement qui a le kit. Alors, ça veut dire que si Moussa Konaté paye un kit, il ne faut pas que ce kit Starlink aille se retrouver dans les mains de quelqu'un d'autre, qui va être un malfaiteur, qui va être un terroriste ou quoi que ce soit. Sinon, on sait que c'était Moussa l'acheteur. Ça, c'est un déjà. Et deuxièmement, Starlink aussi peut ne pas diffuser dans les zones du Mali où les terroristes y sont. Si on sait qu'il y a des terroristes dans une zone du Mali qui sont en train de faire des bêtises avec des kits Starlink, on peut dire à Starlink, vous êtes notre partenaire, vous émettez dans tel champ, il faut n'émettez plus, ou bien émettez pour nous donner certaines informations pour qu'on puisse aller les traquer. Et ça, c'est très important. Ça peut nous aider, mais là, encore, faudrait-il qu'ils y pensent et puis qu'ils voient cet aspect de la collaboration. Maintenant, pour venir à ce sujet-là, c'est vrai qu'on a vu sur Internet le travail que l'OCLEI fait. Hein, et ce monsieur, il fait cas d'un rapport de l'OCLEI dans lequel il y a un certain inspecteur des finances qui a combien de maisons, peut-être une cinquantaine de maisons, je ne sais pas quoi, il a plein de terrains non construits, etc. Bon, c'est vrai. Je vois ici 20 bâtiments construits, voilà. 46 parcelles, voilà. Terrain non construit, une ferme agricole, une maison d'une valeur de 300 millions, au nom d'un enfant de 11 ans, 11 mois. 11 mois, voilà. Mais en fait, ce que moi je voudrais dire, en fait, ce cas, qu'il soit vrai ou pas, on a déjà vu effectivement des rapports de l'OCLEI où ils ont parlé de certains cas. Malheureusement, l'OCLEI ne publie pas ça. Je ne pense pas qu'il publie souvent ces types d'enquêtes-là. Je ne sais pas si... C'est dans le rapport global en général. Voilà, je ne sais pas si le grand public a accès à ce type de rapport.
Mais ce serait bien d'encourager le clé à faire en sorte que le grand public, la presse, etc., puisse s'emparer de ces types de rapports-là pour en parler. Parce que ce n'est qu'en parlant de ces genres de choses-là que ça peut cesser. Hein? Et puis, ce que je voulais dire, c'est que, Moussa, s'il y a bien une chose qu'on doit faire au Mali ici, ça sert à laquelle? Et ce n'est pas seulement au Mali, dans la plupart de nos pays africains, on doit, s'il doit y avoir un lieu de travail, qui est le lieu de travail le plus grand au Mali, mais le plus grand. En termes de quoi? De rentabilité ou non, le plus grand en termes de bâtiments, de superficie, tout ça, je crois que ça doit être une structure de lutte contre la corruption. Si on doit avoir ici une structure qui doit avoir le plus grand financement au Mali ici, à mon avis, ça doit être une structure qui lutte contre la corruption. C'est-à-dire, si on doit avoir les plus grandes intelligences au Mali, dans une structure ici au Mali, à mon avis, ça doit être pour cela aussi. Parce que vous savez, la corruption, elle tue le pays. Pour moi, la corruption, elle doit même être mise avant la défense et la sécurité. Parce que quand on parle de défense et de sécurité, c'est vrai, il faut défendre le pays, il faut la sécurité, c'est vrai. Mais on défend le pays quand on a de l'argent. L'argent qui doit être utilisé pour payer le matériel, pour défendre ton pays, les armes, les munitions, etc. Mais il y en a qui prennent cet argent. Il y en a qui prennent cet argent. Ils sont des équipements militaires, l'achat des équipements militaires. Oui. Bon, voilà, maintenant, après là, le jugement il est en cours. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si quelqu'un a pris ou pas. Mais après, quand le jugement va finir, ils diront si quelqu'un a pris ou pas. Mais je veux dire que globalement, c'est que ce que nous devons mettre dans la lutte contre la corruption, dans aucun autre secteur au Mali, on doit mettre cela. Parce que tout part de là-bas. La corruption, elle tue tout. Elle tue tout. L'être humain est programmé, de par sa nature, pour chercher à mieux vivre. Quelqu'un qui a un vélo aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de vélo, qui est à pied, va chercher un vélo. Après, le vélo, il va chercher une moto. Après, il va chercher de meilleures motos. Il va chercher une voiture, de meilleures voitures. Ils vont se retrouver dans des simples voitures. Après, tu vas le voir dans une V8 superbe, dans les V8 même plus modernes que les V8 que nous connaissons aujourd'hui. Après, la personne va chercher à avoir un avion. La personne va chercher à avoir un yacht. En 15 secondes. Donc, c'est pour dire que l'être humain est programmé pour chercher toujours à mieux vivre, à améliorer ses conditions de vie. Malheureusement, certains ne peuvent pas se limiter à ce qu'ils ont justement. Ils vont se lancer dans la corruption pour aller prendre le denier public et c'est très grave pour nos pays. Merci. Lamine, rapidement, qu'est-ce que vous en pensiez, la publication de cet internaute qui fait cas de cet inspecteur des finances? Bon, maintenant, la véracité, est-ce que c'est que le monsieur il a dit, c'est vrai ou bien pas? Est-ce que les détails donnés, est-ce que les détails là sont exacts? C'est pas ce qui m'intéresse moi le plus. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse le plus, c'est que je pense que ça, à 60%, les détails peuvent être vrais. Parce que quand on essaie de regarder dans les autres rapports, Leclerc est déjà sorti pour parler d'autres aspects de leurs rapports dans les années précédentes. Et il y a des cas qui sont similaires à ce que le monsieur il a écrit. Parce que la corruption dans notre pays, c'est devenu un cancer. C'est-à-dire c'est du haut jusqu'en bas de la société, c'est partout. C'est-à-dire même le dernier du Malien, le dernier des Maliens aujourd'hui, est dans le système. C'est un système qui est créé là, c'est-à-dire on est dedans, on grandit dedans, on travaille dedans, on va mourir aussi dedans. Maintenant, il faut, comme il vous l'a dit, il faut vraiment renforcer les structures là qui luttent contre la corruption. Mais malheureusement, il y a beaucoup de structures chez nous aussi. Les structures, même souvent, il y a des conflits de compétences qui s'interposent entre eux-mêmes. Parce que quand vous allez voir, il y a des inspections dans les différents ministères, il y a l'OCLE qui travaille à côté, il y a d'autres encore, il y a d'autres encore. Il y a tous ceci. Moi, je pense que cette pléthorique de structures de lutte contre la corruption, il faut d'en faire une ou bien deux grosses structures. Ouais. Et avec des personnes qui sont vraiment qui ont une probité morale ouais. acceptable. Pas acceptable. Exceptionnel. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui vivent encore, ils ont horaire, elles ont horaire de la corruption. Il faut les chercher. Ils sont beaucoup. Ces gens-là dans notre société. Donc il faut aller vers eux. Par exemple, quand on essaie de regarder Leclerc à la base, tous les fonctionnaires devraient partir présenter l'air bien. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Depuis que sous Ibeka, je pense que bien, c'était sous Ibeka, et Oclé a été créé. Ouais. Mais juste là, Oclé peine à faire son travail. Mais le peu qu'il fait, souvent quand tu lis le rapport de l'Oclé, tu te dis, mais est-ce que c'est vrai? Parce que ce qui se passe aujourd'hui chez nous, comme insécurité, beaucoup oublient un aspect. Et l'aspect, ça c'est, partout il y a la corruption. La corruption nous mène vers l'insécurité sociale. Là où les gens doivent avoir des écoles, ils n'en ont pas parce qu'il y a des gens qui volent l'argent de l'État. Ouais. Là où ils doivent
les hôpitaux doivent être construits, il n'y en a pas parce qu'il y a des gens qui ont volé l'argent. Là où les militaires doivent être équipés, il n'y a plus d'argent parce qu'il y a des gens qui volent. Désengorgés, par exemple. Voilà, maintenant, là où les enfants n'ont plus d'accès à l'école, là où les femmes n'ont plus d'accès aux hôpitaux, là où les militaires ne sont pas mieux équipés, là où l'argent qui doit être alloué à la... Je vais venir. Alloué à la création d'emplois pour les jeunes. Là, nous allons être maintenant dans ce qu'on appelle l'injustice sociale. Et cette injustice sociale va créer des aigris et ces aigris vont se retourner contre l'État. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc il faut vraiment que l'État s'implique et puis que... Souvent au Mali, Timbo l'a dit, je pense que c'était en 2021, lors de la rentrée judiciaire, il a dit quelque chose que moi je ne vais pas oublier. Il a dit en français que l'argent volé de l'État, l'ancien procureur général, oui, je pense que il est là encore, mais en 2021, c'est l'actuel procureur général. Voilà, il a dit que l'argent volé de l'État se retrouve encore dans les tribunaux. Et il a demandé ce jour-là à Assimi de les aider, eux, les auxiliaires de justice, à combattre ce fléau. Donc tant que nous allons continuer comme ça, je pense que le pays, nous allons régresser. Ok, c'est bien compris. Nous allons passer à cette information. Cette déclaration a été faite hier par un homme politique qui fait partie aussi du Conseil national de transition. Il se nomme tout simplement Noussar. Il évoque le cas de l'EDEM, Noussar. Je pense que vous avez suivi une partie de son intervention, Iboussi. Qu'est-ce qu'il en dit précisément en ce qui concerne le cas de l'EDEM? Non, bon, en tout cas, il a dit quelque chose qui avait déjà été dit par Moussa Mara. L'ancien Premier ministre, Moussa Mara, il avait dit que l'EDM tourne à perte. Tourne à perte, c'est clair. Parce que si tu dis que tu vas augmenter le prix du courant, les Maliens vont prendre les rues. Si tu n'augmentes pas les prix du courant, l'EDM va tourner à perte. Parce que lorsque le kilowatt, je me rappelle, j'ai bien écouté ça, Moussa Mara, qui a déjà dirigé le gouvernement, c'est quelqu'un de bien informé par rapport à cela. À l'époque, il avait dit que, bon, lorsque vous avez... Je crois qu'il avait dit après que 1 kWh, si tu dois payer, générer, pour avoir 1 kWh, il faut à peu près 200 francs CFA. Si pour avoir 1 kWh, tu dois avoir 200 francs CFA, mais si le kWh, là, toi, tu le vends peut-être à 150 francs, à 100 francs, 125, 130 francs, donc tu dépenses pour avoir 1 kWh, mais tu le vends à un prix qui est bas. Et l'État doit subventionner. C'est l'État qui doit compenser la différence. Et si l'État doit compenser une fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 50 ans, mais tu vas tomber. Tu finiras toujours par tomber. Et c'est clair. Et maintenant, l'énergie qui est le kilowattheure le moins cher, c'est celui qui est créé, c'est celui qui est généré par les barrages hydroélectriques. Oui. Les barrages hydroélectriques, tu peux avoir le kilowattheure à 40 francs CFA, 50 francs CFA, et là, ça c'est pas cher. Hein? Alors maintenant, quand tu produis le kilowattheure avec du fuel ou bien du gasoil, du fuel, du gasoil ou bien une autre source d'énergie thermique, eh bien, c'est cher, c'est cher. Et là, ça, c'est que Noussar, il a dit que l'EDM tourne à perte, que par exemple, il dépense plus d'1 milliard et quelques par jour, 1 milliard 100, 1 milliard 200, 300. Une fois, moi, je l'ai déjà dit, hein, oui. Mais Noussar, puisqu'il est au CNT, bon, sa voix elle porte plus, donc il est plus écouté. Et sinon, moi, j'ai dit qu'une fois, EDM dépense 1 milliard et quelques par jour. Et maintenant, ce que vous faites rentrer maintenant, Noussar a fait savoir que ça va près donner 700, 800 millions, un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire que par jour, hein. 700 millions par jour. Voilà, donc l'EDM, globalement, tourne à perte. Et lui, il appelle à quoi? Il appelle à essayer d'augmenter les tarifs, en fait, sans le dire directement. Et il dit, bon, il faut qu'on trouve un moyen à cela. Et puis, il a fait une déclaration, moi, qui m'a quand même surpris. Laquelle? Moi, j'attends que la ministre de l'Énergie, quand même, puisse nous en dire. Il dit que lui, à son avis, le problème aujourd'hui d'EDM, que ce n'est pas un problème des machines, uniquement les machines ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas d'argent pour payer des hydrocarbures. Et voilà. Bon, c'est sa déclaration. Mais moi, avec les petites expertises que j'ai dans le domaine technique, etc., je sais que même si aujourd'hui on avait 100% de l'argent pour payer les hydrocarbures, je sais que quand même, il va toujours y avoir quelques coupures parce que je sais que toujours il faut quand même des équipements pour la production de l'électricité. Il en faut toujours en fait. Lamine, pourquoi cette déclaration? Maintenant, nous avons appris qu'ils ont mis une alliance en place, l'alliance du 22 septembre, et cette déclaration s'est faite au moment de ce lancement officiel hier vendredi. Bon, pas totalement lancement officiel, mais c'était l'anniversaire l'an 1. Ah oui, l'alliance existe déjà, ça fait un an, c'était juste pour fêter, je dirais bon anniversaire d'avoir à l'alliance du 22 septembre, et bon vent à eux. Bon, maintenant, pourquoi maintenant, vous savez, nous sommes dans une période de transition.
et qui parle de transition, forcément même les mandats normaux ont une fin. Et les mandats normaux chez nous, c'est 5 ans. Et nous sommes à 4 ans de la transition. Donc on sait ce qui est sûr, on ne va pas faire 4 autres années dans ce statu quo. Donc nous allons nous diriger vers quelque chose. Moi, chaque fois qu'un homme politique pipe un mot, ou bien dit un mot, moi je le vois sur le plan politique. Je ne vais pas voir sur le plan économique, sur autre plan. Et surtout, le timing, il est conseiller de la transition. Et qui dit conseiller de la transition, ils ont une structure dans laquelle ils travaillent. Donc là-bas, c'est le bon moment. C'est-à-dire, le fait que l'État, il faut augmenter, payer cher l'électricité pour qu'on puisse l'avoir, il pense que ce n'est pas un problème. Moi, je n'en doute pas, ce n'est pas un problème. Si lui, il pense aussi que ce n'est pas un problème. Maintenant, le fait de le dire devant la presse, je ne sais pas, est-ce que c'est un message à l'endroit du peuple malien de demander cela? Et maintenant, si le peuple malien doit demander cela, ça va faire du bruit. Est-ce qu'aujourd'hui, le bruit, ça va arranger qui? Et le fait, aujourd'hui, de diaboliser ou bien d'incriminer Madame Bintou, je pense que c'est ça, la Bintou Camara. Bon, pourquoi cela? Le ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie. Maintenant, pourquoi aussi cela? C'est des questions que moi, je me suis posées. Les timings, les dires. Alors qu'au niveau du CNT, c'est possible. Si vous envoyez une lettre pour certains détails, si les détails ne sont pas convaincants, ou bien si ça vous suffit, ça vous satisfait pas, vous allez procéder à l'oralité au niveau du CNT. Et souvent, c'est diffusé même à l'ORTM. Je pense que c'était la bonne marche à suivre. Maintenant, ce que nous, ça a dit, ce n'est pas nouveau. L'État achète le kilowatt à 200 francs, l'État revend ça à 125, 127 francs, et l'État dit qu'il va subventionner. Et souvent, l'État n'arrive pas à donner ce qu'il faut comme subvention à l'EDM. Donc, si l'État doit donner 100 milliards, souvent, on va se retrouver avec 50 milliards. Donc, les restes 50 milliards, ça va laisser des trous. Et ces trous-là ne seront jamais compensés. Il y a cet aspect. Maintenant, il y a une chose. Et je me rappelle, j'ai discuté avec un de mes aînés qui m'a dit que pour que les Maliens puissent avoir de l'électricité, ATT, paix à son âme, a dit payer, lorsque la clause devrait être signée, 80 milliards de francs CFA avec les partenaires. Si les gens pensent que l'énergie, il faut payer cher. Les anciens présidents, ils ont payé cher pour que le peuple malien puisse avoir de l'énergie. Ibeka, il a fait la même chose. Et aujourd'hui, même avec la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'argent. Allons-y avec 80 milliards. Il y aura une solution. Et cette solution, ça va apaiser la souffrance des Maliens. Parce qu'une fois que les Maliens continuent de souffrir, c'est tous les secteurs. Il a dit beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas si on va revenir dessus, mais pour l'EDM, moi je pense que... On va se limiter à ça. Voilà, moi je pense que Noussa, il est parlementaire, même s'il est conseiller, il doit... comment on appelle là, quand ils appellent interpeller les ministres au niveau du CNT et pas venir nous dire. Ils devaient venir avec des solutions, pas avec des questions. Merci. Une autre déclaration, cette fois-ci, elle est du Premier ministre. Il l'a fait à l'occasion de la journée de la jeune fille. Après la rectification, l'ère de la clarification a sonné. Pourquoi Choguel s'en prend à qui exactement? Ça me rappelle, paix à son âme, Soumelou Boubé Maïga, les tigres de Badala. Je me rappelle Souyvika, il a eu à dire que chacun choisit son camp. Chacun choisit son camp. Oui, c'est lorsque les imams Mahmoud Dikoeko voulait sortir pour manifester. Il a dit à cette occasion-là que chacun choisit son camp. Et finalement, je pense que quand les Maliens ont choisi leur camp, finalement, c'est lui qui en a payé les frais. Parce que le président n'a pas eu le courage, bon, je ne vais pas dire, mais de mon point de vue, il n'a pas eu le courage nécessaire de garder le Premier ministre. Aujourd'hui, pourquoi Choguel dit de clarifier les différentes positions? Parce que peut-être que, est-ce que nous assistons au fait que Choguel avec son clan sont en train de perdre du terrain et qu'il y a d'autres acteurs que lui, il pense, ayant contribué à la gestion de l'ancien régime. Il évoque. Oui, mais lui-même, il en a participé. Il a été ministre, il a été directeur. Et aujourd'hui, il y a d'autres histoires aussi qui sont là derrière lui. Maintenant, moi, je pense que ce n'est pas une question de... Moussa avait été avec Ibou. Aujourd'hui, il y a Falay qui est venu. Moussa a de la matière grise. Il a des compétences que nous voulons exploiter. Donc, au lieu de juger la personne de Moussa, nous jugeons maintenant les compétences que Moussa a. Le peu que Moussa peut apporter dans tout pays donné Moussa. L'État
n'est à la base de rien. L'État a des lobbies. Et les lobbies, c'est des individus ou bien des groupes d'individus qui agissent, qui réagissent pour faire gagner l'État un certain nombre de choses qui puissent faire fonctionner et puis donner un nom au régime. Bon, maintenant, Choguel, c'est un homme politique. Il profite de toutes les occasions. Je ne le juge pas, c'est un homme politique. Il profite de toutes les occasions pour faire porter le message. Parce qu'il dit que lui, il ne s'attaque pas aux hommes politiques, mais il est dans un débat politique, donc c'est normal qu'il tienne des propos politiques. Mais je pense bien que Dr Choguel est le Premier ministre. Si vous pensez que le pouvoir avec qui vous travaillez, la transition que vous avez contribué à mettre en place avec la destitution du président démocratiquement élu, on sait très bien qu'on va se retrouver dans quelque chose qui n'est régi par rien au monde. Donc celui qui détient le pouvoir, il fera ce qu'il veut. Maintenant, si Choguel n'est pas trop content, parce qu'il y a certains qui sont proches, ou certains qui se disent, entre guillemets, lui-même, des faux soutiens, maintenant, s'il juge que c'est des faux soutiens, que les pouvoirs travaillent avec ceux qui ont contribué à ce que nous soyons dans ce calvaire, dans cette situation, maintenant qu'il quitte le pouvoir, qu'il vienne rejoindre ceux qui sont dans la rue, qui tiennent le même propos et mener le combat qu'il avait mené avant. C'est tout. Ibo, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, juste avant de venir là aussi, une fois de plus, il faut des solutions pour EDM. Oui. Quelles sont des solutions? Voilà, rapidement. Parce que moi j'aime bien toujours qu'on me demande quelles sont les solutions pour évidemment, les solutions. Ça peut accompagner. Oui. Par exemple, moi, je me rappelle qu'une fois, je l'avais dit aussi, mais puisque nous, on a moins d'audience que certaines autorités, que les autorités, et c'est normal aussi, le Burkina Faso avait constaté ce même problème au Burkina Faso. Ils ont dit que la Sonabel, la Société nationale du Burkina d'électricité, aussi roule à perte. Il fallait... ils ont essayé de faire des réaménagements. Je ne me rappelle pas s'ils ont augmenté les tarifs, mais quand même pour certains, ils ont augmenté les tarifs. Ils ont dit, bon, les ménages, tous les ménages, on laisse les tarifs, on les baisse, il n'y a pas de problème. Mais uniquement pour les banques, les établissements financiers, les sociétés de télécommunications, les ambassades, les organisations internationales qui sont dans le pays, c'est-à-dire toutes les grandes structures les méga structures qui sont dans le pays, eh bien, malheureusement, là-bas, comme ici, il y a des tarifs qui sont faits. C'est-à-dire que toi, tu es malien, tu es dans ton ménage, dans ton foyer à la maison, le prix du kilowattheure, tu vas payer la même chose que les ambassades, que les grandes organisations, que l'USAID, peut-être un truc comme ça. Ils ont dit, mais ce n'est pas normal. Ils ont dit, c'est des grandes structures. Toutes les grandes structures-là, ils les ont citées. Ils ont cité toutes ces grandes boîtes-là. Et ils leur ont dit, bon voilà, vous maintenant, vous allez payer ça pour le prix du kilowattheure. Mais les ménages qui sont les plus faibles, on va faire ci. Donc ça, c'était un début de solution déjà. Après, je n'ai plus trop suivi leur évolution. Mais déjà, je pense qu'au Mali aussi, ils ont un plan comme ça. Ils ont un plan. J'ai discuté une fois avec quelqu'un par rapport à ça. Maintenant, par rapport au Premier ministre. Et puis voilà, bon non, je vais continuer à y aller. Et par rapport au ministre, je l'ai suivi un petit peu. Je pense qu'il a dit que que nous sommes arrivés à l'étape de la clarification par rapport au faux soutien. Je crois que c'est ça. Je crois que ce sont les deux mots. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, au faux soutien. Voilà, apparemment, il y a des faux soutiens qu'il a découverts. Il a même dit en Bambara, on peut rentrer par la même porte, mais on ne peut pas sortir par la même fenêtre. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, après, il y a un nouveau mot qu'il a eu à créer et dont tout le monde parle, c'est la clarification. Donc, il y a eu l'étape de la rectification. Maintenant, c'est la clarification. Bon, moi, personnellement, moi, je pense que la transition n'a pas besoin forcément de soutien pour qu'elle puisse réussir. Pourquoi? Quand je dis soutien, c'est vrai, le gouvernement doit travailler. Le gouvernement doit travailler, les institutions doivent travailler. Mais moi, Iboussi, que je soutienne la transition ou pas, ce qu'elle doit faire, elle va le faire. Toi, Moussa, que tu soutiennes la transition ou pas, ce qu'elle doit faire, elle va le faire. La mine est là, qu'il le soutienne ou pas. Chacun de nous. C'est-à-dire, ce qui est demandé au gouvernement, c'est de travailler. Le gouvernement n'a qu'à travailler. Et toute l'administration. S'il travaille là, qu'il y ait de vrais soutiens, de mauvais soutiens, je pense que ça va y aller. Mais je ne parle pas de déstabilisateur, ce qui est différent, parce que je n'ai pas entendu parler de déstabilisateur. Mais c'est que les gens te soutiennent ou pas. Moi, à mon avis, que les gens viennent clarifier leur position, qui viennent dire « Ah bon, écoute, désormais, moi, je clarifie ma position, je ne vous soutiens pas. » Non, pour moi, que quelqu'un vienne soutenir ou pas, non. La transition aussi, elle se met à travailler, elle se donne des objectifs. Les responsables de la transition, qui sont les leaders, s'ils sont exemplaires et qui travaillent de manière exemplaire et qui font travailler tout le monde de manière exemplaire, moi, je sais que quoi qu'il arrive, on va sortir de ce dans quoi nous sommes. Après, les soutiens, quand ils verront, les faux soutiens, quand ils verront que ça travaille, et que ça donne de bons résultats,
Ils vont dire, ah non, franchement, à un moment donné, hein, ils vont dire, non, moi je ne les soutenais pas, mais maintenant je vois qu'ils sont sur un chemin. C'est comme le cas de la récupération du Kidal. Il y a de 15 qui n'y croyaient pas, et le départ aussi voilà. de la ministre. Mais là, pour Kidal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont demandé aux gens de les soutenir ou pas? Ils ont travaillé. Ils se sont donné un objectif. Kidal, on va le prendre. On va prendre Kidal, on va prendre Ber, on va prendre tout. On va prendre Inafarak, on va prendre tout. Et même là, ils sont sur le chemin des Tenzawatènes. Moi, à mon avis, hein, je suis désolé de le dire, quoi, mais l'heure est au travail. On a travaillé très sérieusement, de manière acharnée, pour qu'on puisse sortir des problèmes dans lesquels nous sommes. Ok, nous allons rester toujours avec vous. Nous allons nous diriger au nord du pays, où l'armée, dans sa progression, est allée récupérer des engins laissés lors du combat en mois de juillet dernier, et ensuite des corps pour les inhumer comme il se doit. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on a vu un communiqué de la DIRPA, parce que tout est parti du communiqué de la DIRPA, hein, oui. Parce qu'on savait tous que nos militaires, après la défaite du 27 juillet, hein, ça a été très difficile. Il faut toujours le dire, c'est bon de le rappeler qu'avant qu'il n'y ait défaite, nos hommes se sont battus dignement. Ils se sont beaucoup battus. Moi, d'après les informations que j'ai eues, bien que ils étaient en patrouille et qu'ils savaient qu'à un moment donné, ils pouvaient avoir une puissance de feu moins que l'ennemi, mais ils ont dit non, on va rester, on va se battre jusqu'au bout. Et malheureusement, ça s'est passé comme c'est passé. On souhaite quand même paix à leurs âmes. Et on a appris dans le communiqué de l'armée que l'armée quand même a récupéré des corps. Nos partenaires russes ainsi que l'armée malienne, ils ont récupéré des corps. Maintenant, les engins, là, je ne sais pas trop, parce que les engins, la plupart sont brûlés quand même, j'imagine, mais ils ont quand même pu récupérer certains corps. Alors, tout à l'heure, j'ai vu sur l'un de mes canaux Telegram, là, il y a quelqu'un qui disait, mais attendez, mais comment est-ce qu'ils peuvent récupérer les corps qui sont... laissés depuis le mois de juillet. Voilà, comment ils ont... J'ai dit non, j'ai dit, mais quand on parle de récupérer les corps, c'est les dépouilles, c'est peut-être les ossements, hein, mais ce qui reste du corps de la personne, c'est ce que tu récupères. Tu récupères pour maintenant essayer d'aller les inhumer dignement. Ceux qui sont décédés, ceux qui sont maliens seront inhumés ici. Ceux qui sont russes, ils seront, au moins les gens diront, leurs familles diront, bon voilà, quand même c'est ce qui reste de notre père, de notre frère, de notre soeur, etc. Voilà. En tout cas, moi j'ai bien pris cette nouvelle. Ça m'a fait plaisir, d'autant plus que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nous sommes arrivés sur les lieux de là où il y a eu l'embuscade. C'est difficile pour quelqu'un qui a quand même accusé une défaite quelque part de repartir sur les mêmes lieux. Et un endroit où quand même réellement ça a été extrêmement dur pour nous, on a perdu beaucoup d'hommes quand même. C'est difficile de repartir sur les lieux juste 1 mois et demi après, quoi, 1 mois, 2 mois après, quoi. Je vous reviens. Et franchement, j'ai beaucoup aimé Lamine, ça. qu'est-ce que vous en pensez du communiqué de la DIRPA en ce qui concerne ce sujet? Bon, en général, tout ce qui a trait aux forces armées, c'est pas trop mon truc. Parce que je me dis, bon, et c'est des reporters, nous sommes des civils, quel qu'en soit ce que nous pouvons apporter comme analyse, ça ne sera jamais à la hauteur de leur communication. Maintenant, ce que nous pouvons simplement dire, nous réitérons encore nos bénédictions pour le repos éternel de l'âme de ceux qui sont tombés, pour la patrie, parce qu'un militaire, c'est vrai, beaucoup disent que les militaires, ils choisissent de mourir. Personne ne choisit de mourir, mais il choisit de défendre son pays. Et dans la défense du pays, la mort peut survenir. Ouais. Mais il y a un adage populaire qui dit que Sorasike en Bamara, Sorasike Bedo Sayade, quand c'est faux. Un journaliste, il peut mourir. Un technicien, il y a combien de personnes qui sont mortes au front là-bas qui ne sont pas des reporters. Donc vraiment, le fait que nous soyons une deuxième fois arrivés au lieu de l'embuscade, c'est déjà une avancée en soi. Parce que depuis, lorsqu'il y a eu des rumeurs que l'armée malienne est en direction vers Tenzawatène, l'armée s'est tuée, n'a rien dit, il y a eu des spéculations, d'autres disent qu'ils sont à quelques kilomètres, d'autres disent que non, il y a eu des frappes, l'armée s'est tuée. Donc l'armée avait un objectif. Si ces jours-là, l'armée avait dit non, ce n'était pas pour nous diriger vers Tenzawatène, dans la ville de Tenzawatène, mais nous voulons aller récupérer les frères d'armes qui sont tombés sur place, les dépouilles des frères d'armes qui sont tombés sur place. Je suis sûr que les terroristes là, les CSP avec leurs éléments terroristes, c'est tous des terroristes. Servi de oui, et puis maintenant venir sur le lieu de l'embuscade. Maintenant, le fait que la DIRPA n'a pas communiqué, ça fait que les terroristes ont focalisé tous leurs efforts sur la ville de Tenzawatène. Ça nous a arrangé parce que souvent dans la communication, c'est ce que moi personnellement, j'ai tout le temps aimé que l'armée fasse ces choses dans le silence, qu'on voit seulement les résultats. Parce que souvent j'ai eu à les dire,
dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les parlistes, il y a les travaillistes. Celui qui parle ne travaille pas, celui qui travaille n'a pas le temps de parler. Donc l'armée, elle est la grande muette, elle se tait, elle continue de faire et nous allons voir les résultats. Maintenant, juste pour revenir un peu, Koro a dit une chose. Bon, moi, je ne suis pas trop de cet avis. Par exemple, quelle est cette chose? Le fait que la transition n'a pas besoin de soutien. Il faut juste seulement que la transition, elle travaille, ou bien les autorités qui sont en place, parce que la transition, c'est les autorités. Les autorités travaillent et le résultat sera vie. Par exemple, pour le cas de Kidal, on sait que Kidal, tant qu'il y avait la France, tant qu'il y avait la MINUSMA, Kidal n'allait pas être libéré facilement. Parce que c'était l'embouteillage sécuritaire dans le Sahel, d'après Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Tout pouvoir, tout homme a besoin, à un moment donné de sa vie, de soutien. Ça peut être moral, ça peut être financier et soutien financier, ça peut être autre soutien. Mais tout pouvoir en a besoin. Maintenant, la logique des faux et des non-faux, ça c'est purement politique. Moussa, quand moi je mange chez Ibou, chaque jour je pars là-bas, on mange du taux. Non, pas du tout quand même, c'est Ibou aussi. Hein, on mange du poulet rôti chaque jour. Maintenant, si moi je vois que la manière dont moi je suis proche de Ibou, toi aussi tu t'approches de Ibou, donc là je vais avoir peur. Parce que si d'habitude on mange un poulet rôti ensemble, maintenant si toi tu ajoutes, moi ça va diminuer ma part. Parce que Ibou c'est pour lui le donc vous pensez que c'est une question de gâteau? C'est le truc de clarification, comme j'ai rappelé par rapport à Boubé. En 10 secondes. J'ai rappelé par rapport à Boubé, c'est pour dire que il y a une guerre de positionnement qui est là. Quelqu'un est en train de perdre du terrain et chacun cherche à se... Merci. Mais non, juste, en fait, ce que je voulais dire par ils n'ont pas besoin de soutien. C'est-à-dire, je veux dire, les soutiens individuels, je suis dans l'individualisme, en fait. Les soutiens individuels, Moussa, sa personne, parce que lui, il parle de certaines personnes qui doivent clarifier. C'est quelques petites... C'est quelques personnes... Groupuscules. Voilà, peut-être que ça ne dépasse pas en tout et pour tout, peut-être 5-10 personnes, je ne sais pas, un truc comme ça. Bon, moi, c'est comme ça que moi j'ai compris. Je vois. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai compris ça, quoi. Moi, j'ai compris ça comme ça. Mais évidemment, tu as besoin du peuple derrière. Tu as besoin du peuple, du grand peuple malien. Mais quelques personnes, 3, 4, 5 personnes, 10 personnes qui ne soutiennent pas forcément la transition, elle va continuer à marcher. Mais Choguel, il doit les nommer. D'habitude, il a l'habitude de nommer les chats par son nom. Qu'il les nomme. Comme ça, ces personnes-là se reconnaîtront. Comme défroqué, hein? Je pense bien. Bon, Ibou, rapidement, nous allons nous rendre à Ber. C'est dans la région de Tombouctou. L'armée a fait aussi, à travers la DIRPA, un autre communiqué neutralisant plusieurs terroristes, dont un chef terroriste également parmi ses victimes. Ouais, bon, en tout cas, nous et les terroristes, on se fatigue. Hein. Ils ont eu le toupet l'autre jour de nous attaquer. Ils ont envoyé des lance-roquettes, etc. C'est comme ça qu'on dit. Ou non, des roquettes. Ils n'ont pas envoyé des lance-roquettes, mais ils ont envoyé des roquettes. Voilà, etc. Bon, heureusement quand même que nos hommes ont pu réagir, bien réagir. Ils se sont bien défendus et puis ils ont quand même pu tuer beaucoup d'entre eux. Et parmi eux, il y a un grand, selon eux, un grand terroriste qui est là. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu sa photo, on n'a pas vu sa biographie, etc. Mais apparemment, c'était quelqu'un qui était quand même haut gradé parmi les terroristes. Et là, je félicite l'armée pour cela. Lamine, rapidement, sur cet exploit qui vient d'être fait par l'armée malienne à Ber. Bon, je réitère ce que je viens de dire. Nous, notre souhait le plus ardent, c'est que l'armée puisse avoir l'ascendant sur les terroristes, que ce soit à Ber, que ce soit ailleurs. Mais ce que j'aimerais encore un peu plus, c'est que l'armée aussi essaie de communiquer pas par jour, mais par semaine, ou bien par mois. Ça permet d'avoir, parce que l'armée communique à chaque opération. Est-ce que ça ne dépasse pas aussi de la situation? Non, la question, ce n'est pas souvent de la situation. Mais l'armée communique chaque mois à travers la DIRPA, oui, mais traditionnelle. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous essayez de voir le communiqué mensuel, la communication mensuelle que l'armée fait, maintenant, et les communiqués individualistes que l'armée fait, quand tu essaies de comparer les deux, souvent pour quelqu'un qui veut chercher l'aiguille dans un tas de fouines, tu peux l'avoir. Selon Lamine, rapidement, nous avons épuisé le temps et voilà, l'armée a interpellé voilà donc un des déserteurs de l'armée malienne. Il se nomme tout simplement Baye Aga Mohamed. C'est fait le jeudi 3 octobre 2024 à Labezanga. Bon, je pense que l'interpellation, après, il y aura la procédure au niveau de la justice militaire, et puis voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi il a déserté, parce qu'on se rappelle, en 2012, lors des
des tohi-bohi avec l'entreprise terroriste Azawad, qui est les MNLA. Il fut un moment où Gamou avait été accusé de la même chose, mais après, les choses se sont clarifiées. Donc, moi, j'attends à ce que la justice militaire, au niveau du tribunal militaire, se décide, et après, on verra. Et vous, rapidement. Non, je pense que la réponse qu'il a donnée est bonne. Il faut peut-être attendre qu'on ait plus d'informations sur qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est établi réellement que c'était un déserteur, dans quelles conditions? Comme ça, quand on aura plus d'informations, on pourra peut-être s'exprimer dessus, quoi. Mais de toute manière, on souhaite que l'armée réussisse, parce que c'est dur. Et notre information, elle n'est pas officielle, mais c'est un peu partout sur les réseaux, en ce qui concerne que le marabout de Yag Agali, un Français et des Algériens. C'est vrai qu'on a vu sur un groupe Telegram plein de choses qui ont été racontées, mais en tout cas, tant que l'armée quand même malienne n'a pas communiqué dessus, moi, j'ai pris cette information avec des pincettes, quoi. Je n'ai pas trop cru parce que quand j'ai vu l'information, je me suis dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, j'ai vu ça, mais je vais attendre que l'armée communique dessus. Et je ne sais pas si la DIRPA va communiquer dessus, mais je ne pense pas. Lamine? Ben, je ne souhaiterais même pas que la DIRPA communique dessus, même de démentir, ne serait-ce qu'un démenti, mais je pense plus que ces genres d'informations, ceux qui sont à la base de la création de ces informations, doivent être identifier, interpeller et puis voir du moment où officiellement l'État n'a rien dit par rapport à cela, même si c'est vrai, à supposer que c'est vrai même, le fait que l'État n'a rien dit dessus, le fait de balancer cette information, ça peut amener autre chose. Je pense que ça vaut le coup d'une interpellation, même si peut-être l'interpellation, c'est pas trop, je ne dis pas un mandat de dépôt, mais je dis d'interpellation et de mise en garde. Oui, mais c'est la page de CDM. Hein. Parce que l'information, je crois que ceux qui l'ont publiée, c'est le collectif de la défense et les militaires. Oui, bon, peut-être une mise en garde peut intervenir pour dire qu'arrêtez avec ces... Voilà, nous arrivons au terme de cette émission qui vous a été présentée tout de suite. Merci et à très bientôt. À la prochaine fois.